Tollé général en effet sur le web après que WhatsApp ait annoncé la mise en place de nouvelles conditions d'utilisation. Véritable danger ou simple panique? Nelly Chouchan, directrice générale de Chouchan & Co et spécialiste des GAFA. Bonjour Nelly. Bonjour. Alors vous allez nous Spécialité GAFA, c'est un bien grand mot. vous allez nous expliquer quand même dans un instant qu'est-ce que c'est, qui sont ces GAFA. Et Arnaud Sellermajer, j'y arrivé? Exactement. Expert en informatique et spécialiste de protection et analyse de données. C'est bon? Oui, exactement. Merci. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va pas être très galant ce matin, Nelly, mais on va commencer avec Arnaud. Et alors, tout le monde, tous ceux qui utilisent en tout cas WhatsApp, a reçu ces derniers jours, ces dernières semaines, cette annonce donc de changement des conditions d'utilisation de cette application. Je suppose, Arnaud, que vous avez lu avec attention ces conditions d'utilisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Alors, oui, d'abord, je les ai lus. C'est, je pense, la moindre des choses. Ensuite, cela ne m'a pas inquiété plus que ça, puisque ce que nous explique en fait Facebook, WhatsApp, puisque c'est la même maison, ce que nous explique Facebook, c'est qu'à partir de maintenant, lorsque l'on va avoir des conversations avec des comptes privés, des comptes business WhatsApp, il va y avoir des échanges de données entre WhatsApp et la maison mère Facebook. Mais le fond technologique ne change pas, c'est-à-dire que le contenu de nos conversations de privé à privé n'est pas du tout compromis. Et par conséquent, dans l'utilisation de tout à chacun, cela ne change pas grand-chose. Mmh. C'est-à-dire que ça concerne uniquement... Il y a des échanges de data. Ça concerne, Arnaud, uniquement lorsqu'on converse ou on a une discussion avec un compte professionnel. Alors, oui, mais plus largement, si on prend conscience de ce que c'est qu'une communication avec WhatsApp, en fait, ça concerne tout à chacun. C'est-à-dire que si moi, j'envoie un message à une personne en lui disant c'est sécurisé, attention, mais que cette personne la montre à tout le monde, alors la conversation n'est plus sécurisée. Mmh. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on entame une conversation avec WhatsApp ou avec d'autres outils, il y a une relation de confiance qui se met avec notre interlocuteur pour que cette conversation reste privée ou pas. Et ce que dit WhatsApp, il dit maintenant que vous allez travailler avec des entités, que ça peut être une mairie, ça peut être un commerce, ça peut être n'importe quoi. Si cette entité travaille avec les outils de Facebook, alors de facto, et parce qu'ils n'ont pas le choix, le contenu et l'ensemble des messages vont être partagés avec Facebook ou avec d'autres prestataires de services. Mmh. Mais ils n'ont pas le choix dans le fond. Maintenant, si vous discutez avec quelqu'un de façon complètement privée, alors cette conversation restera privée. Mmh. Qui va être garant de la protection de cette conversation, c'est votre interlocuteur. D'accord. Alors Nelly, est-ce que vous avez été paniqué, vous, à la vue de ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp? J'ai pas été paniquée, mais j'ai apprécié le mouvement général qui s'en est suivi de défiance. Mmh. Parce qu'en fait, ce qui pose problème, c'est le fait qu'ils ont mis un ultimatum aux utilisateurs en disant si vous voulez continuer à utiliser notre application, il faudra accepter ces conditions. Et c'est un peu le problème des GAFAM qui proposent ce qu'on appelle des outils freemium. Alors peut-être qu'on donne l'explication des GAFAM pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui. C'est les initiales de Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Mais en fait, voilà, c'est les géants. Moi, j'appelle ça les marketeurs technologiques, les groupes gigantesques. Mmh. Voilà. Et alors, il y a des modèles plus ou moins, on va dire, dans les GAFAM. Apple a parfois des modèles un peu différents, mais globalement, leur point commun, c'est qu'ils
ils vivent beaucoup de la donnée. Alors, Apple un petit peu moins, mais dans l'ensemble, ils vivent beaucoup de la donnée des clients. On va l'expliquer plus tard. Et surtout, pourquoi je les appelle les marketeurs technologiques? Parce qu'ils mettent la technologie au service du marketing et de la vente. Donc, ils ont une fin, on va dire, mercantile. Okay. Et c'est pas mal en soi. Maintenant, ce qui est important, c'est que leur mode de fonctionnement, c'est de proposer des outils freemium, c'est-à-dire des outils, dans freemium, il y a free, c'est-à-dire gratuit, des outils gratuits, mais qui sont addictifs parce qu'ils rendent ils apportent ce qu'on appelle une proposition de valeur, une valeur ajoutée à l'utilisateur qui est énorme. C'est pour ça que tout le monde les adopte. Et c'est gratuit, mais cette gratuité, elle est en échange du fait qu'ils peuvent capter les données sur l'utilisateur. Ils ont des outils ultra puissants pour non seulement capter ces données, mais ensuite les faire parler de telle sorte que derrière, ils vont pouvoir être extrêmement efficaces dans leur marketing. On va y revenir. Alors, ce qui vous dérange, en fait, Nelly, c'est un peu la puissance, en fait, de ces grosses sociétés et qui contrôlent un peu, on va pas dire nos vies, mais qui peuvent voir nos discussions, qui peuvent voir nos choix, qui peuvent voir nos goûts, etc. Je voulais juste finir par rapport à ce qui s'est passé sur WhatsApp, c'est que, en fait, pourquoi je parlais du modèle freemium? Parce qu'ils proposent ces outils-là, puis à un moment, ils viennent et ils durcissent les conditions d'utilisation en disant, si vous voulez continuer à pouvoir utiliser, il va falloir accepter plus de transparence, plus de concessions justement sur la divulgation de vos données personnelles. Et Facebook l'avait fait avec Messenger il y a quelques années, c'était passé assez inaperçu, mais parce qu'il n'y avait pas encore assez de conscience citoyenne sur la question, mais tout à coup, ils ont dit aux utilisateurs, si vous voulez continuer à utiliser Messenger, il faudra accepter tout un ensemble de conditions qui correspondaient ni plus ni moins à pouvoir prendre possession de tout l'appareil, c'est-à-dire activer la caméra quand ils veulent, activer le micro quand ils veulent, pouvoir aller voir dans nos photos, etc. Et tout le monde avait accepté parce que personne n'avait vraiment conscience. Moi, quand j'en parlais à l'époque et que je montrais aux gens ce qu'ils ont accepté, ils devenaient fous, mais les gens n'avaient pas réalisé à l'époque. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus de conscience, notamment avec le documentaire Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je ne me rappelle plus en anglais comment il s'appelle, mais d'accord. Ça a eu et puis les gens commencent à prendre conscience en fait justement de la puissance des GAFA, notamment avec l'affaire Trump, etc. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction de défiance. Arnaud, en fait, ce que dit... Il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ce que vient de dire Nelly, excusez-moi. Laissez-moi juste poser la question. Premièrement, ce que Nelly pointe du doigt avec Messenger, ce n'est pas le cas avec WhatsApp actuellement. Dans les nouvelles conditions, il n'est pas question de pouvoir activer la caméra, il n'est pas question d'activer le micro, ce n'est pas les conditions actuelles. C'était sans doute le cas pour Messenger, mais ce n'est pas les mêmes conditions pour WhatsApp. Et pour ce qui est de l'affaire de Trump, je pense qu'il faudrait très, très, très mesurer, puisque leur pouvoir est très relatif. Ils ont attendu que le président tombe pour pouvoir lui marcher dessus. Et il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne manque pas de fiers soldats pour se battre contre le lion déjà mort. Ce que veut dire par là, c'est que Twitter a pris soin de ne pas s'attaquer à Trump lorsqu'il était très puissant. Ouais. Peut-être qu'il y avait il y avait quand même un intérêt aussi puisque le président Trump était un grand conservateur de Twitter, donc il y avait aussi peut-être un intérêt économique quelque part. Mais Arnaud, ce que nous dit Nelly, en fait, est-ce que c'est pas de bonne guerre en fait, puisque on obtient un certain produit de la part de ces grandes entreprises, de ces grandes sociétés, et en contrepartie, eh bien ils utilisent nos données. C'est peut-être quelque chose de bonne guerre, non ? Alors moi, ça me choque pas, effectivement, je trouve que c'est de bonne guerre, et je trouve aussi qu'on a quand même le choix de bouger ou pas. C'est-à-dire que Nelly a commencé en disant j'ai apprécié ce mouvement de foule. La vérité, moi j'apprécie aussi. Je trouve ça bien que les gens disent je suis pas content des conditions, même s'ils ne les ont pas lues, je bouge et je vais voir ailleurs. Et d'ailleurs,
Facebook a très bien compris, puisqu'ils ont fait marche arrière sur les conditions. Ils ont dit, oulala, attendez, on va attendre un peu. le changement pour le 15, je crois que le 15 mai. Et ils ont fait marche arrière, c'est-à-dire que ce mouvement de foule des utilisateurs a fait plier, au moins pour l'instant, a fait plier Facebook. Donc je suis plutôt content parce que ça relativise encore une fois leur pouvoir. On pense, à mon avis, au-delà de ce qu'ils ont vraiment. Nelly, vous êtes d'accord? Vous pensez que ça relativise le pouvoir de ces grandes sociétés? Voilà, c'est intéressant parce que d'un côté, on nous dit c'est de bonne guerre, mais d'un autre côté, on parle bien du pouvoir de ces groupes. Et en fait, on va dire, je suis partiellement d'accord, c'est-à-dire c'est de bonne guerre au sens où les GAFAM ne se sont jamais cachés du contrat qu'ils proposent aux consommateurs. D'ailleurs, c'est dans les conditions générales. Quand on charge une application, ils demandent d'approuver les conditions d'utilisation et qui incluent le fait d'utiliser leurs données. Par contre, deux choses. Il y a nécessité d'une éducation, moi ce que j'appelle une éducation citoyenne numérique, des gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'approuver et surtout ce que les gens ne sont pas en mesure d'apprécier et qui est complètement nébuleux pour eux, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment on peut les exploiter. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les algorithmes derrière qui résonnent à partir de ces données dans un but mercantile. C'est-à-dire dans un but d'être toujours plus efficace dans l'emprise et dans l'aliénation du consommateur pour réussir à l'amener à faire un acte d'achat. Voilà. Et ça, on peut les connaître, Nelly? On peut les contrôler? On peut contrôler ça, Nelly? Vous nous parlez d'éducation, mais est-ce qu'on peut contrôler ce genre de choses? Alors justement, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, personne ne sait exactement quels sont les algorithmes. Il faut être un peu dans la high-tech comme moi pour me rendre compte de la puissance de ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils sont capables, rien qu'en vous écoutant, et donc les GAFAM ont la possibilité de vous écouter, il faut comprendre que jour et nuit, ils peuvent vous écouter, même pendant que vous faites l'amour dans votre lit. Donc, ils sont capables, en vous écoutant, de savoir exactement dans quel état émotionnel vous êtes. Ils sont capables, en croisant ces paramètres-là avec la syntaxe de vos phrases, de savoir en fait un peu votre mentalité, de vous cerner sur le plan psychologique, social, etc., de savoir ce que vous aimez. Et petit à petit, les algorithmes, ils se sophistiquent toujours plus pour être toujours plus pertinents, non seulement dans ce qu'ils vont vous proposer, mais également dans la façon dont ils vont communiquer avec vous. On va vers l'ère où la publicité, les phrases qui seront utilisées, elles seront customisées par personne. Aujourd'hui, par exemple, on a des algorithmes et qui sont made in Israël, qui permettent qu'un site Internet, quand l'utilisateur est sur un site Internet, l'expérience utilisateur est unique à chaque personne. C'est-à-dire que ce qu'il va voir sur son écran va être complètement adapté à lui. Les types de produits qui vont lui être poussés, la façon dont on va lui pousser, etc. Ouais. Mais je voudrais rajouter un point très important, c'est que ils ont un pouvoir et parfois ils font des abus de pouvoir. Par exemple, il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas, l'Union européenne a voulu obliger Facebook à se mettre en accord avec la régulation de ce qu'on appelle le GDPR, qui est tout le cortège légal de l'Union européenne pour la protection des données privées. Et Facebook, n'étant pas content, a menacé de quitter, d'enlever son siège social d'Irlande. Voilà. Ça, c'est un exemple. Vous avez un autre exemple, c'était au début des années 2010, Axel Springer, qui était le CEO d'un grand groupe de presse, qui a écrit un article qui s'appelle « Pourquoi nous avons peur de Google ?» et qui explique comment Google, n'ayant pas apprécié certaines de ses déclarations, cesser de référencer comme il faut les articles de Axel Springer. Alors Arnaud, on va vous donner la parole. Juste dans votre réponse, je voudrais que vous parliez aussi de ce qu'on parle de... Nelly a parlé d'éducation. Vous êtes d'accord sur ce point aussi, qu'il faut éduquer les utilisateurs? Là-dessus, Nelly a entièrement raison.
bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord, Facebook se plie au GDPR. Si vous allez sur le site de Facebook, ils disent on est GDPR compliant. Alors comment on dit? Ça veut dire on respecte sur la protection des données pour les habitants de l'Union européenne. Donc ils ont peut-être menacé de quitter, mais ils s'y plient. Donc quelque part, l'Union européenne, à juste titre, a réussi à faire appliquer ses lois sur informatique et liberté. Et là où Nelly a entièrement raison, par contre, c'est sur l'éducation, qu'on appelle assez joliment l'éducation civique numérique. Elle a entièrement raison. Il faut absolument qu'il y ait un minimum de bagages techniques, effectivement techniques pour tout un chacun, et ça doit commencer à l'école. Et particulièrement quand on est parent. Et, pardon ? Particulièrement quand on est parent, quand on a des enfants. Particulièrement quand on est parent, mais aussi quand on est enfant, il faut à peu près 2 minutes à un enfant pour écrire son nom et son adresse sur Internet lorsqu'il est dans un réseau social. C'est-à-dire que lorsque des adultes demandent à un enfant quelle est ton adresse, au bout de 2 minutes, il la donne. Donc, ce sont des choses il faut sensibiliser les parents, les enfants. Il faut sensibiliser toute la population là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, puisque Nelly a parlé du RGPD, ça fait partie de ce que la réglementation sur informatique et liberté mise en place par l'Union européenne, ça fait partie des choses que l'on doit faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une section qui dit vous, en tant qu'entreprise, vous devez sensibiliser vos employés sur qu'est-ce que l'information, qu'est-ce que la data et quels sont les risques. Comment gérer des mots de passe, comment gérer tout ça. On va devoir terminer. Maintenant, juste un dernier mot avec Nelly, peut-être pour justement parler de cette importance pour les parents, de parler de ces problèmes avec leurs enfants. Pour les parents, oui, et puis aussi pour tout le monde. Déjà, bon, évidemment, les enfants sont les premières cibles des GAFAM pour les addicter. Les GAFAM, quand ils lancent un nouvel outil, ils ciblent d'abord les enfants. Et c'est ce que la Chine a fait avec TikTok. Alors, la Chine, elle ne fait pas partie des GAFAM, mais justement, elle a envié le pouvoir en fait, de renseignement que représente un réseau social chez les GAFAM, et elle a lancé TikTok, et elle l'a lancé en ciblant d'abord les enfants, parce qu'une fois qu'ils ciblent les enfants sont très faciles à addicter. Du coup, les parents vont voir et eux-mêmes deviennent en fait des addicts du réseau social. Et ensuite, les entreprises sont obligées d'y être, et tout le monde y est comme ça. Mais je voudrais rajouter un point qui est très important. Alors très vite, Nelly, très vite. Voilà, c'est le social engineering. C'est la nouvelle manière de réussir à faire des cyberattaques, c'est de repérer en fait des cibles, des individus dont on veut pouvoir accéder à leurs données ou au réseau d'entreprises auxquelles ils appartiennent. Et dans ces cas-là, on a deux choix. Soit on arrive à les faire chanter, soit on arrive à les piéger à leur insu pour rentrer dans leur ordinateur. Dans les deux cas, pour ça, il faut très bien les connaître. Et c'est ça le social engineering. Et ça se fait via les réseaux sociaux, entre autres. Alors vraiment en 30 Alors c'est ça, je voulais terminer sur ça, Arnaud. Il faut savoir qui sont derrière. Voilà, et Telegram, c'est pas sécurisé de bout en bout, donc effectivement, c'est quitter la peste pour le choléra. Américaine, c'est pas bien non plus. Donc, si on doit garder qu'une seule chose, c'est ne changez pas tout de suite, quittez WhatsApp si vraiment vous en avez envie, mais si vous quittez WhatsApp pour aller sur Signal ou sur Telegram pour des raisons de sécurité, vous faites une grave erreur technique. Très bien, alors ça sera... Rollvid, qui est une messagerie française, c'est une start-up française, et c'est la seule qui n'a pas justement de serveurs centralisés et qui ne demande aucune donnée aux utilisateurs. Ça sera notre conclusion. Merci en tout cas, c'était très intéressant. On aura peut-être l'occasion de se retrouver pour parler d'autres sujets. Voilà, Cathy, c'est à toi.